Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une discussion un petit peu décousue, comme vous les aimez, mais comme je ne les aime pas, puisque après au montage je me dis mais qu'est-ce que je raconte, est-ce que je poste cette vidéo ou pas? Et il y en a un certain nombre en stock que je n'ai jamais posté, puisque je me dis mais ça n'a... À la fin de la vidéo je me rappelle d'aucune information parce que ce n'est pas forcément organisé, donc j'ai quand même essayé de structurer un petit peu mes pensées, mais aujourd'hui j'aimerais parler du sujet de la vulgarisation sur YouTube, et à quel moment la vulgarisation demeure positive et à quel moment elle devient négative, et est-ce que en ce moment sur YouTube la vulgarisation me semble négative ou positive. Donc déjà je vais inscrire la vulgarisation dans un champ de différentes manières de transmettre les connaissances ou de transmettre les savoirs, et à titre personnel j'en ai identifié 5. Donc déjà il y a comme je le disais la vulgarisation, qui peut être plus ou moins simplifié, plus ou moins accessible, ou plus ou moins porté vers la deuxième catégorie qui est le contenu brut scientifique, donc un contenu plein de jargon, qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus précis aussi, même si la vulgarisation peut être précise, elle n'ira jamais au même niveau de précision que le contenu brut scientifique. Ensuite, il y a le partage de ressentis, de vécu. Je considère qu'il s'agit aussi d'un partage de connaissances, puisque nous pouvons analyser certaines problématiques que nous n'avons pas forcément. Par exemple, une personne qui serait handicapée et qui va partager comment elle vit son quotidien, quelles sont ses problématiques. Si nous-mêmes nous ne sommes pas handicapés, cela peut nous permettre d'acquérir des connaissances dans ce domaine en particulier à travers le vécu d'une personne. Ou alors une personne qui a vécu un élément marquant dans sa vie, je sais pas, qui a perdu sa mère par exemple, et qui va le partager sur YouTube, et ça va faire une forme de vidéo référence, même pour les personnes qui n'ont pas perdu leur mère, qui vont peut-être mieux comprendre ce que cette personne vit, et les personnes qui ont également perdu leur mère, qui vont se sentir plus soutenues dans ce qu'elles vivent, puisqu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose. Donc je considère que c'est aussi un partage de connaissances, même si c'est sous une forme plus détournée, plus par le ressenti et les émotions. Et donc cette catégorie de partage de ressenti, de vécu, ne doit pas être énormément élaborée, puisque cela tuerait la beauté même de ce principe qui est sous le primat de la spontanéité. La prochaine catégorie est la catégorie des partages de réflexion, des partages de pensée, d'argumentation personnelle. Le but ici n'est pas de partager la pensée d'un auteur, mais vraiment de partager son organisation entre les idées, même si je pense que personne ne réinvente l'eau chaude et que en général il s'agit juste de plein de petits bouts d'idées que nous avons agencés différemment, mais il s'agit de ça, c'est ça notre pensée propre, c'est plein de petits bouts que nous avons agencés tel un patchwork à notre sauce. Et la dernière catégorie que je voulais citer, c'est la catégorie de l'observation. Donc il peut s'agir de vidéos d'expérience sociale par exemple, et nous pouvons observer les réactions des gens, ou même de webcam, je sais pas si vous êtes déjà tombé dessus, mais de webcam qui montent en direct des nids d'oiseaux ou d'autres animaux, et ce qui fait que nous sommes dans l'observation pure, sans analyse, et c'est à nous de nous interpréter ce qui se passe et d'essayer de comprendre ce qu'il se passe. Et c'est aussi un partage de connaissances mais qui est indirect, c'est au public de s'approprier cette connaissance par l'observation. Et donc désormais nous pouvons avoir un paysage un petit peu plus organisé des différentes manières de transmettre des connaissances, même si ce n'est pas une liste exhaustive, c'est plus ce qui m'est venu à l'esprit. Et je constate une forme de déséquilibre dans ces différentes manières de partager des connaissances, puisque je vois beaucoup de vidéos de vulgarisation, beaucoup de partage de ressentis, mais assez peu de contenu brut scientifique. Ce qui se comprend puisque ce sont des contenus qui ne sont pas accessibles à tous, il y a du jargon, il y a un contenu qui demande des connaissances parfois au préalable, il y a aussi le fait qu'il faut avoir les capacités cognitives pour comprendre, donc cela fait que ce type de contenu est en réalité pas destiné à un grand public, et donc il peut paraître normal qu'il existe un certain nombre de contenus qui seraient plus de la vulgarisation, plus du partage de ressentis, qui seraient plus accessibles à tous. Mais j'ai l'impression que ce déséquilibre n'est pas juste dû au fait que cela n'est pas accessible à un plus grand nombre, mais qu'il y a un déséquilibre qui est quand même vraiment marqué, et que cela ne représente pas le pourcentage de la population qui s'intéresse vraiment à ce type de contenu scientifique, et que leur proportion est quand même sous-évaluée.
et qu'en réalité il s'agit plus d'un problème d'algorithme de YouTube et de mise en avant sur YouTube que de réel intérêt du public. Donc je vais essayer un petit peu de décortiquer ça dans le reste de la vidéo. Alors déjà, le constat duquel je pars, c'est que les vidéos de vulgarisation parfois peuvent avoir un effet contre-productif. C'est-à-dire que ces vidéos servent souvent d'amuse-bouche qui devrait par la suite nous ouvrir l'appétit pour aller plus loin dans les domaines de compétences que nous souhaitons améliorer. Imaginons que nous regardions une vidéo en psychologie sur l'intelligence par exemple, et bien cela devrait nous pousser au bout d'un moment, lorsque nous avons acquis les bases grâce à la vulgarisation, d'avoir la curiosité d'aller plus loin dans la recherche. Or j'ai l'impression que c'est l'effet inverse qui se produit, c'est-à-dire que la plupart des gens ont l'impression d'avoir acquis des connaissances et d'être arrivés au bout du processus et d'avoir un sentiment de satiété plutôt que cela leur ouvre la faim. Alors que la vulgarisation devrait leur donner un appétit intellectuel, eh bien j'ai l'impression que la vulgarisation sur YouTube fait parfois l'effet inverse et que cela coupe l'appétit intellectuel et que cela leur suffit pour la plupart des gens. Ce qui est déjà bien de regarder des vidéos de vulgarisation, mais c'est bien aussi au bout d'un moment d'aller plus loin que ces vidéos et de ne pas avoir l'impression que nous avons fait le tour du domaine en question et que c'est bon, en ayant regardé un certain nombre de vidéos sur l'intelligence sur YouTube, eh bien nous sommes calés sur ce domaine et que nous sommes arrivés au bout du domaine. Donc je ne sais pas à quoi cela est dû, si c'est une forme de fatigue intellectuelle, si c'est le fait que la plupart des gens n'ont pas le temps et l'énergie au quotidien d'aller plus loin et qui préfèrent consommer un certain nombre de vulgarisations qui sont plus agréables à consommer, si c'est que ces vulgarisations ne poussent pas le bouchon assez loin et ne proposent pas assez de sources que ces personnes pourraient aller consulter. Je ne sais pas à quoi cela est dû, mais j'ai vraiment cette impression qu'il y a cet effet contre-productif de satiété alors que cela devrait ouvrir l'appétit. Et d'autres points qui selon moi pervertissent un petit peu le domaine de la vulgarisation, c'est notamment le fait qu'il y ait certaines attentes implicites de la part du public, ou du moins que le public clique plus lorsqu'il y a certains types de contenus, et par exemple le contenu qui est un peu plus sensationnaliste. C'est pour cela que dans le domaine de l'histoire par exemple, eh bien il y a beaucoup plus d'anecdotes historiques qui sont mises en avant, d'anecdotes glorieuses ou sordides, et que cela nous donne l'impression que l'histoire n'est qu'une suite d'anecdotes de certains personnages en particulier, alors que ce n'est absolument pas le cas, ou encore que justement les contenus de vulgarisation suivent un petit peu une actualité politique, une actualité de ce qui est mis en avant par les médias. Par exemple, lors de la crise du Covid, eh bien, il y avait énormément de vidéos sur est-ce que le vaccin fonctionne ou pas selon la science, et donc cela suit une certaine ligne qui est déjà pré-programmée par les médias, par les attentes du public, et ce qui fait qu'il y aura toujours des domaines qui seront moins liés à la politique et qui seront moins traités, moins mis en avant. Surtout que malheureusement le public arrive souvent, lorsqu'il s'agit de ce genre de sujet un petit peu polémique, politique, avec ses émotions, ses opinions, et justement Bachelard disait « L'opinion pense mal, elle ne pense pas, elle traduit des besoins en connaissances. On ne peut rien fonder sur l'opinion, il faut d'abord la détruire. » Et malheureusement, ce n'est absolument pas ce qui est fait, et ce n'est pas du ressort des vulgarisateurs de détruire l'opinion des gens, mais cela est une démarche à faire soi-même, à essayer de diminuer ses biais, diminuer son envie qui est extrêmement présente de vouloir à tout prix valider une idée préconçue par des vidéos de vulgarisation qui iraient dans notre sens. Donc ça c'est un travail plus personnel à faire, mais qui n'est souvent pas fait, j'ai l'impression, et je n'ai pas vraiment de solution à proposer, c'est plus un constat que je fais. Un autre point important, c'est le rythme qui est imposé par YouTube et par les attentes de la communauté, puisque si nous ne postons pas toutes les 2 semaines à maximum 1 mois, eh bien nous sommes oubliés sur la plateforme, nous ne sommes pas du tout mis en avant, et donc cela pousse à poster même si nous n'avons pas vraiment le temps de travailler jusqu'au bout un sujet en 2 semaines. Donc à la limite la solution serait de travailler en amont une vidéo et de poster des vidéos un petit peu moins travaillées et de sortir un peu plus tard la vidéo en question. Donc il s'agit d'une des solutions, mais sauf que pour une personne qui travaille à côté, il est très difficile d'avoir un rythme aussi soutenu et de partager du contenu très qualitatif, très profond.
Donc c'est quand même un dilemme assez complexe puisque la plateforme fait tout pour que nous postions plus rapidement, mais pour approfondir un sujet, il faut un minimum de temps pour le travailler. Donc c'est toujours une forme de paradoxe, il faut lutter entre son envie d'approfondir vraiment la vidéo et son envie aussi de poster pour ne pas être oublié par ses abonnés et par la plateforme. Il y a aussi le fait que nous soyons très très vite considérés comme ayant un contenu de niche, alors que ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, si nous sommes dans un domaine de la psychologie de manière générale, c'est déjà considéré comme un contenu de niche alors qu'il s'agit d'un domaine ultra large, mais dès que nous nous concentrons sur un domaine en particulier, c'est limite considéré comme un contenu de niche, alors que en soi ce n'est pas de la niche, c'est un domaine qui est extrêmement vaste, mais sur YouTube cela nous pousse à tout prix être dans un aspect très très général, et donc ne pas être dans la spécialisation. Donc déjà je vais faire une petite parenthèse sur les vulgarisateurs qui ont un rôle essentiel et qui est un rôle extrêmement complexe puisqu'ils doivent à la fois comprendre les enjeux, les problématiques de leur domaine et à la fois comprendre les représentations sociales, le vocabulaire, les acquis du grand public pour arriver à faire un pont entre les deux, ce qui est un travail de longue haleine, est un travail assez difficile et fin puisqu'il faut avoir une bonne connaissance assez fine des deux domaines, le domaine en question scientifique et le domaine de la perception du grand public, ce qui est quelque chose d'un petit peu plus psychologique puisque les représentations sociales c'est de la psychologie sociale. Où sont les producteurs de savoir? Donc déjà je pense que la plupart ont comme priorité plutôt de poster dans des revues qui sont reconnues par leur pairs, des revues scientifiques qui ne sont pas accessibles à tous, puisque le fait de poster sur YouTube, cela est accessible à tous, alors que le fait de poster dans ces revues, il s'agit d'une certaine élite scientifique qui y arrive, et cela leur apporte une grande reconnaissance. Donc je pense que c'est plutôt leur priorité de poster dans ce type de revue, ou à la limite de sortir un livre. Et dans un second temps, de partager leurs connaissances au grand public sur YouTube, surtout que ça prend du temps d'apprendre l'audiovisuel, d'apprendre à partager ses connaissances d'une manière à respecter les normes de YouTube pour être mise en avant, et tout le monde n'est pas intéressé par ça, donc cela peut se comprendre qu'ils ne soient pas si présents sur YouTube, et qu'ils ne partagent pas tant que ça du contenu brut sur YouTube, et lorsqu'ils partagent par exemple leurs conférences, puisqu'il y en a un certain nombre qui sont enseignants-chercheurs ou qui font des conférences à ce sujet, eh bien ce n'est pas mis en avant par la plateforme puisqu'il s'agit d'un contenu un peu barbare entre guillemets qui est assez barbant pour la plupart des gens et qui n'auraient pas envie de regarder des conférences de 2 heures qui ne sont pas décortiquées, donc cela n'est pas du tout mis en avant par YouTube. Ce qui fait que personnellement ce que je déplore c'est surtout que je trouve qu'il y a un manque d'entre-deux. C'est-à-dire que je vois beaucoup de vidéos de vulgarisation qui sont très 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 simplifiées, qui sont compréhensibles même quand je fais de la cuisine en même temps et je regarde même pas la vidéo. Et aussi des vidéos de conférences qui sont très poussées mais qu'il faut aller chercher dans les tréfonds de YouTube. Et je vois très peu d'entre-deux de vidéos qui sont à la fois compréhensibles mais à la fois qui font un petit peu réfléchir et où il faut quand même fournir un effort intellectuel, donc je trouve ça dommage qu'il y ait très peu d'entre-deux de ce type. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a deux dynamiques contraires concernant la spécialisation. Dans la société où il y a une spécialisation qui est clairement présente et qui pousse les chercheurs à se spécialiser dans un domaine très particulier dans la matière en question. La polymathie n'est plus du tout mise en avant et n'est plus du tout recommandée. Il n'y a plus de personnes qui sont à la fois mathématiciennes, biologistes, philosophes, et ce n'est plus possible puisque chaque domaine a tellement avancé que nous ne pouvons plus être spécialistes dans tous les domaines. Ce qui fait que désormais il y a des spécialistes qui sont spécialistes de quelque chose d'extrêmement précis. Par exemple, dans l'histoire, nous pouvons voir qu'il y a des historiens qui sont spécialistes de tel moment de l'histoire, à tel endroit exact de la planète. Donc cela fait des personnes qui sont ultra spécialisées. Et à contrario, sur YouTube, les vulgarisateurs sont dans une tendance à globaliser, dans une tendance à englober le plus d'informations possibles et à être le moins spécialisé possible, puisque ce n'est pas ce qui intéresse le public. Ce qui intéresse le public, c'est des réflexions générales, c'est des réflexions globales. Un vulgarisateur en histoire ne va jamais se spécialiser dans une période précise du Moyen-Âge en Aquitaine. Voilà, il va en général faire un peu toutes les périodes, faire des liens même limite avec d'autres domaines. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que il y a un peu
un contre-mouvement de la spécialisation dans la société qui est sur YouTube une forme de mouvement des vulgarisateurs à englober le plus possible de matières, de périodes, d'informations pour que ce soit le plus attrayant possible, puisque en général le public est moins attiré par la spécialisation, à part s'il est passionné par un domaine en particulier, mais c'est dans ce cas-là un public niche. Donc il y a vraiment ces deux dynamiques contraires. J'espère que cette petite réflexion vous aura plu, je ne sais pas trop où elle devait vous mener, juste c'était des petits constats. Et n'hésitez pas à discuter en commentaire sur ce sujet, et à bientôt.